Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça part sur un petit vlog à l'ancienne. Je faisais ce genre de vidéo de temps en temps par le passé. J'avais fait une vidéo où je lisais 1000 pages en un week-end. J'avais fait une vidéo où je lisais pendant 24 heures et c'est vrai que c'est le genre de concept que j'aime bien. Le mois dernier, j'ai eu une grosse panne de lecture. Pour plein de raisons, parce qu'il se passait des trucs dans ma vie, parce que Zelda, parce que le travail et tout ça, mais aussi parce que je me suis lancée dans cette lecture. Les Misérables de Victor Hugo. Alors on reparlera plus en détail de ma lecture des Misérables, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été un peu compliqué quoi. C'est quand même très long, il y a beaucoup de choses, enfin j'ai beaucoup de choses à dire, on y reviendra, mais voilà, ça a fait que j'avais un petit peu de mal à revenir à la lecture pendant un mois. Hier, à 16 h, je me suis dit, let's go. On part pour 48 heures de lecture non-stop. J'ai commencé par terminer Les Misérables. Enfin, par terminer le tome 1 des Misérables. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais le tome 2 est en train de m'observer avec une sorte de rictus. Et je vais le lire, bien entendu. Mais là, j'avais besoin de faire une pause. Et de lire d'autres choses. De lire des choses plus courtes. De lire un peu, enfin de sortir de cet univers du 19e. Et donc, je me suis lancée dans 48 heures de lecture non-stop. Là il est midi et donc depuis hier soir j'ai lu déjà pas mal de petites choses, donc j'ai terminé Les Misérables. Ensuite j'ai lu un tout petit livre, Amère volupté de Yamada Eimi, c'est une autrice japonaise et en fait c'est un texte qui m'avait intéressée parce que la quatrième de couverture explique que c'est un roman qui a fait scandale au Japon au moment de sa sortie. Il a été écrit par une jeune autrice de 26 ans à l'époque et en fait il met en scène une histoire d'amour entre une japonaise et un homme noir. Traité de manière assez érotique et donc tout ça faisait de ce livre quelque chose d'assez scandaleux. Et donc ça m'a intéressée. Ce qui m'a plu, c'est évidemment toujours de lire des femmes qui écrivent des romans scandaleux, de lire des femmes qui parlent d'érotisme et de sexualité. Là-dessus c'était super. Après en soi, ma review va être assez rapide parce que ça a été une grosse déception dans le sens où le livre n'est pas très profond. Dans le sens où le livre dépeint une histoire d'amour quand même très toxique, où il y a beaucoup de violence physique, etc. Et où surtout le portrait qui est fait de cet homme noir dans le récit est vraiment totalement fétichisant et raciste. La manière dont l'autrice parle de son corps, la manière dont elle parle de sa peau, etc. Enfin on a tous les poncifs classiques et j'ai trouvé ça du coup hyper dommage, donc j'imagine à replacer dans son contexte. Et il est dépeint comme un homme violent, qui la frappe, qui boit, qui la traite de garce, etc. Donc bref, lecture assez décevante, même si toujours heureuse de lire des autrices scandaleuses. Et ensuite, rien à voir, mais hier soir, j'ai aussi profité de ce challenge pour terminer un essai qui s'appelle Les écrivains contre la commune de Paul Litsky, qui est sorti aux éditions La Découverte. Alors cet essai, je l'ai adoré, j'ai appris quantité de choses. C'est un essai, donc comme son nom l'indique, qui parle en fait des positions des écrivains du 19e siècle pendant la commune. Et on apprend énormément de choses aussi vraiment malheureusement peu glorieuses sur des auteurs que j'aime beaucoup, comme Émile Zola, comme George Sand, qui ont eu des positions vis-à-vis de la commune qui sont très très bien contextualisées par l'auteur, qui expliquent pourquoi ces écrivains ont eu ces positions-là et pourquoi ils ont écrit de telles choses qui sont un peu des horreurs à mon sens. L'auteur s'appuie sur un corpus qui est vraiment très vaste et parle en fait à la fois de lettres, d'articles, de choses qui ont été écrites vraiment qui sont des discours portés sur la commune, mais aussi de la façon dont la représentation de la commune que se sont fait ces écrivains a infusé ensuite dans leur littérature. C'était hyper intéressant. Et on va en reparler pareil très prochainement dans une vidéo. Hier, j'ai seulement lu, en fait, il y a un genre d'appendice, enfin il y a une deuxième partie dans le texte qui s'appelle des artistes pour la commune. En fait, il fait une distinction et il replace la position des artistes plasticiens et il montre comme leur position sociale et la manière dont ces artistes gagnaient leur vie en faisait déjà de base une catégorie de la population qui avait un rapport très différent au pouvoir et à l'État. Et comme du coup ces artistes ont eu des positions vis-à-vis de la commune et il y a eu des conséquences pour eux de la commune qui ont été très différentes de celles des écrivains. Et donc c'était hyper intéressant, j'ai adoré cet essai. Je prépare une vidéo en fait qui va parler spécifiquement de ça. Enfin déjà j'ai de plus en plus envie de parler du 19e, le 19e siècle c'est quand même un siècle que je trouve tellement intéressant sur plein de points, à la fois historiquement mais aussi artistiquement. Vous le savez peut-être si vous me suivez un peu, et donc voilà là je suis en train de lire Les Misérables. J'adore la littérature du 19e, je trouve ça... Enfin c'est trop bien. Et j'ai envie de parler plus de ça, et j'ai envie de parler notamment
notamment de cet essai, et de la commune en fait dans la littérature. Un peu confusément aussi, je trouve que s'intéresser au 19e, en tout cas pour moi, et un peu ce qui m'a motivée à lire ce livre, ça permet comme de comprendre aussi beaucoup de choses qui se jouent maintenant. Cette question de la position des intellectuels, la position des artistes vis-à-vis des mouvements révolutionnaires, moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, on en reparlera plus tard, mais j'ai déjà lu ou terminé ces 3 choses-là. Maintenant on va continuer tranquillement. Pour tout vous dire, je me suis fait une pile. Il y a un peu de tout dans la pile que je me suis faite. Il y a des essais, un essai sur la police dans les éditions Divergence. Il y a beaucoup de littérature japonaise, ça c'est des livres qu'on m'a prêtés. Et il y a de la littérature américaine, enfin bref, on va voir. Il y a des choses aussi sur ma liseuse, j'ai commencé un peu à lire Becky Chambers et je pense que je vais continuer. Je vais piocher un peu dans tout ça au fil de l'eau. Écoutez, on va dire que je peux porter une casquette dans ce vlog quand mes cheveux c'est n'importe quoi. J'avais prévu d'avancer un peu plus dans mes lectures avant de réenregistrer, mais là, j'ai commencé un truc. Il faut absolument que j'en parle parce que là ça va très vite dans ma tête. J'ai commencé un recueil de nouvelles. Alors, comment on prononce ça Knockem Stiff, je dirais que ça se prononce comme ça, Knockem Stiff. Bref, j'ai commencé ce recueil de Donald Ray Pollock. C'est un recueil de nouvelles contemporaines américaines qui m'a été conseillé par un ami. L'auteur Donald Ray Pollock, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant, je crois, 30 ans dans une usine de pâte à papier et puis qui a décidé de claquer un peu tout ce qu'il avait dans une sorte une sorte de cycle de formation à l'université sur l'écriture. Et en fait, c'est quelqu'un qui, après avoir bossé 30 ans dans une usine, avait envie d'écrire. Et il a écrit notamment ce recueil de nouvelles que je viens de commencer. Et là, j'ai lu les 4 premières, je crois. Déjà, il s'est passé quelque chose qui m'a fait trop plaisir là et que j'avais pas ressenti depuis longtemps, c'est qu'en fait, je me suis mise à tourner les pages et à les tourner les unes après les autres sans les voir passer, à tomber complètement à l'intérieur du texte. Et là, le début de ce que je suis en train de lire, j'adore, ça m'évoque plein de trucs, ça me donne envie de dire plein de trucs. Si vous voulez, là on est vraiment dans la littérature américaine redneck, c'est-à-dire qu'on se trouve dans les bas-fonds de l'Amérique rurale. Toutes les nouvelles se passent dans cette petite ville qui a ce nom que je ne vais pas prononcer. Dès le début, on est complètement immergé dans une ambiance où le personnage principal de la première nouvelle, c'est un petit garçon qui se rend au cinéma en plein air avec ses parents. La nouvelle s'appelle La vraie vie, et en fait là l'auteur annonce la couleur directe, on va parler de la vraie vie. On va pas parler de l'Amérique des films. Toute cette nouvelle montre une famille complètement dysfonctionnelle avec un père alcoolique et très violent. Et voilà, c'est crade, c'est brutal. On a un petit garçon qui est au milieu de tout ça, qui voudrait juste acheter des bonbons à la confiserie. Et en fait, il sent une sorte de violence et de brutalité en lui qui reflète celle de son père. Ça se bat dans la file d'attente, ça s'insulte, ça vomit, ça crache. Et en fait, à chaque fois que son père est violent, le petit garçon se mange les peaux des doigts comme ça en attendant que ça passe. Mais il devient violent à son tour aussi, et dans le cinéma il se bat avec un autre petit garçon. Et en fait le soir cet enfant est dans son lit, il entend ses parents dans la chambre d'à côté, il y a de l'orage dehors, il entend la pluie qui bat sur le toit en tôle, et en fait il continue à manger les peaux de ses doigts, mais sauf qu'il sent aussi le sang du gamin avec qui il s'est battu au cinéma, et la dernière phrase de la nouvelle c'est « Même une fois avalé tout le sang, je continuais de lécher mes mains, je déchirais la peau avec mes dents. J'en voulais plus, toute ma vie, j'en voudrais toujours plus. » Voilà, et ça c'est la première nouvelle. Et ensuite j'ai continué, et donc on reste vraiment dans cette vibe d'Amérique rurale, redneck. Il y a de l'inceste, il y a des scènes de chasse, il y a des meurtres, il y a des gens qui vivotent comme ils peuvent en pêchant des poissons dans la rivière, etc. Et c'est tellement âpre, c'est tellement bien écrit aussi, il y a une oralité dans le style, mais qui est hyper bien maîtrisée, qui est hyper fluide. En tout cas dans la traduction. C'est un peu la littérature américaine des bas-fonds dans toute sa splendeur, quoi. Et en fait là je me suis arrêtée de lire et j'ai commencé à enregistrer parce que j'ai lu la nouvelle en fait éponyme qui a donné son titre au recueil, donc c'est le nom de la ville. Et en fait dans cette nouvelle on comprend que finalement ce livre c'est pas tant un recueil de nouvelles qu'un roman choral, j'ai l'impression. Et là il y a un personnage pareil qui a une vie de misère terrible, l'auteur explique bien un peu son parcours, comment il en est arrivé là. Il vit dans une caravane à l'arrière de l'épicerie qu'il tient et il y a toute cette description voilà, de la poussière,
du ventilateur qui se met en marche et qui fait bouger les miettes et les mouches mortes, etc. Et tout cela est très morne et très gris. Et là, sur le parking de cette épicerie station-service, il y a un couple en voiture qui arrive de Californie. La femme de ce couple est photographe et elle commence à prendre en photo l'épicier, les enseignes. Ils débarquent dans la région et ils disent aux personnages c'est difficile d'imaginer qu'il y a des gens si pauvres dans le pays, qui vivent comme ça, dans le pays le plus riche du monde. Et d'un coup, il y a une espèce d'effraction comme ça d'une autre Amérique qui arrive dans ce petit village. Et en fait, ça m'a aussi fait penser à cet auteur qui a bossé pendant 30 ans dans une usine à papier. C'est comme une sorte de revendication d'écriture de l'intérieur. Et enfin, je sais pas. Là, ça va très vite dans ma tête. Je trouve que les personnages sont trop intéressants. Par exemple, ce personnage d'épicier, là, c'est un amoureux éconduit. Il est très amoureux d'une jeune femme qui s'apprête à partir, qui veut essayer de quitter Strohara. Et lui, il est coincé dans cette épicerie et dans sa caravane. Il explique que quand il y a personne les après-midi, il regarde des feuilletons à l'eau de rose. Enfin bref, grosse surprise parce que là, c'est un livre que j'ai ouvert un peu comme ça. Je pensais lire quelques nouvelles au fil de l'eau et en fait, là, je suis très enthousiaste. Ça m'inspire beaucoup de réflexion. J'aime beaucoup la façon dont est questionnée la place de l'écrivain dans ce qu'il raconte. Enfin bref, s'il y a des personnes qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous le savez peut-être, mais moi je crois que j'ai vraiment un goût pour cette littérature américaine un peu white trash. Enfin voilà, qui parle de l'Amérique rurale, qui parle de précarité, qui parle de misère, etc. À la fois on retrouve plein de choses que j'adore, mais à la fois ça ressemble quand même pas à grand chose de ce que j'ai lu en termes de style, en termes de construction. Et il y a aussi une façon d'approcher les personnages et la masculinité, enfin je sais pas, qui là me plaît et m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je vais continuer ça, mais j'avais juste envie d'en parler déjà vite fait parce que je suis très enthousiaste quoi. Ok, bon, la lumière est un peu bizarre, c'est le soir. Il est 21h. J'ai continué à lire Donald Ray Pollock. 1000 choses à dire. Franchement, c'est trop bien. Je me suis complètement embarquée. J'en parlerai un peu plus demain parce que je pense que je vais encore continuer ce soir et demain matin. Pour faire quand même une petite pause, j'ai lu ce tout petit livre, La prostituée de Ayama Yoshiki. En fait, c'est un seul livre, mais en réalité, c'est une nouvelle. Ayama Yoshiki, c'est un auteur majeur de la littérature prolétarienne japonaise. C'est quelqu'un qui a milité, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de séjours en prison en raison de ça. Et en fait, il a beaucoup écrit en prison. Et ça fait partie des textes qu'il a écrits quand il était incarcéré. C'est une courte nouvelle dans laquelle il raconte la rencontre entre un jeune marin, enfin quelqu'un qui descend d'un cargo avec des proxénètes et avec une prostituée. Il va la voir plus ou moins dans un endroit caché, dans des entrepôts, et en fait elle est complètement droguée, elle a le corps qui est très abîmé, etc. Et en fait il y a toute une réflexion sur les ambivalences que ressent le narrateur, c'est-à-dire à la fois il a du désir pour elle et en même temps il est complètement outré et dégoûté de son propre désir et en fait il la touche pas, il essaye de la libérer mais elle lui demande de ne pas la libérer et bref il y a toute une réflexion autour en fait c'est une réflexion autour du travail finalement je trouve et autour du corps et l'auteur il fait un peu il utilise en fait l'image, enfin ce personnage de prostituée comme une sorte d'image des laissés pour compte et finalement ce personnage qui veut la sauver, il a un peu cette réflexion où il dit qu'est-ce qui peut sauver les gens à part une révolution. Enfin voilà, il se rend compte confusément que la sauver là de sa situation précise, déjà elle le veut pas et en plus il faudrait quelque chose de beaucoup plus large. Et en fait il y a voilà toute une remise en perspective de ça dans l'exploitation. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est très bien écrit. Là entre ça et Donald Ray Pollock, j'avoue qu'après ma lecture des Misérables, après ce très long fleuve où on prend tellement le temps, où Victor Hugo prend même trop le temps, je trouve à mon sens de raconter certaines choses, tomber dans des formats comme ça qui sont très concis, très gérés au niveau de la narration, au niveau de l'émotion, où je trouve que dans les deux cas, enfin dans ces deux textes en fait, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a pas un mot à enlever, tout ça est très ciselé et c'est vraiment très plaisant là, de revenir à des lectures comme ça. Voilà, j'adore toujours autant la littérature prolétarienne japonaise, franchement c'est trop intéressant et c'est très... Enfin, on pourrait avoir l'impression de quelque chose d'assez homogène, mais moi je trouve que les auteurs et les autrices que j'ai lus jusqu'ici, c'est quand même très différent, à la fois en termes de style, de sensibilité, et ça me plaît vraiment beaucoup. Je vais continuer encore ce soir, je sais pas jusqu'à quelle heure je lirai, mais on en reparle demain.
Et en fait, on se reparle un mois plus tard. Je conclus ce vlog en voix off plus d'un mois après l'avoir tourné. Entre-temps, j'ai fini Knockem Stiff, que j'ai absolument adoré. C'est un livre que je vous recommande à fond. Mes premières impressions ont vraiment été confirmées. C'est un recueil prodigieux, brutal, engagé, qui parle de masculinité, de pauvreté, d'homophobie. Faites attention à vous quand même, car ça met en scène des violences diverses de manière très très frontale, mais j'ai vraiment adoré l'ensemble et j'ai trouvé que c'était très 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 réussi. J'ai continué et terminé aussi L'espace d'un an de Becky Chambers. Alors là, on est complètement sur une autre vibe. C'est un livre qu'on m'avait beaucoup recommandé, surtout après que j'ai parlé du psaume pour les recyclés sauvages, ou quand je disais que j'aimais pas la SF. C'est de la science-fiction qui fait beaucoup de bien, qui n'est pas du tout gnangnan, il y a des choses assez sombres dedans. Je continue à découvrir cette autrice et je l'aime énormément. C'est le genre de livre qui redonne de l'espoir, mais en sacrifiant rien à la narration, à l'intelligence des personnages et du récit. J'ai adoré. J'ai eu un été très mouvementé, pour le meilleur et aussi pour le pire. Je suis désolée de ne pas avoir été active sur cette chaîne, en tout cas pas autant que je l'espérais. Je cherche des moyens de partager mes lectures et mes réflexions avec vous de manière plus régulière, en tout cas d'une manière plus facile à concilier avec le reste de ma vie, avec aussi des petits problèmes de santé que je peux avoir. J'ai fait des lives sur Instagram et c'est un exercice que j'ai toujours adoré. Alors pour faciliter un peu ma présence en ligne, pour échanger plus fréquemment avec vous sur mes lectures ou sur d'autres choses, pour avoir de la matière aussi que je peux monter et poster ici sur YouTube, j'ai décidé de créer une chaîne Twitch. Et oui, vous pouvez déjà aller vous abonner, il y a le lien dans la barre d'infos. Il y aura des premiers lives bientôt et vous en aurez sûrement des aperçus ici. J'ai plein d'idées, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va tester ça ensemble et on verra bien ce que ça donne. Prenez bien soin de vous et des gens qui vous sont proches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.